Distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce débat économique en vue des élections municipales organisées par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci à tous d'être avec nous, en salle et à la maison. Je me présente, Geneviève Chartrand, je suis analyste affaires économiques et politiques à la Chambre. Quelques consignes rapides pour les gens en salle. Pour assurer la santé et la sécurité de tous et en conformité avec les règles sanitaires, nous vous prions de bien conserver votre masque en tout temps. Comme l'événement est retransmis en direct, il est possible que vous soyez filmé durant le débat. Merci d'en tenir compte lors de vos déplacements. Nous vous remercions également de bien vouloir mettre vos téléphones cellulaires en mode silencieux. Nous vous rappelons de ne pas applaudir durant le débat afin de ne pas nuire au bon déroulement des échanges. Nous vous invitons également à commenter le débat d'aujourd'hui sur Twitter en utilisant le mot-clic « Débat CCMM ». Permettez-moi de vous expliquer le déroulement du débat. L'événement débutera avec un mot de bienvenue de M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Une fois le débat conclu par l'animatrice, M. Michel Leblanc prononcera un mot de clôture. L'événement se terminera aux alentours de 20 heures. Afin d'assurer la fluidité des déplacements, nous vous demandons de bien vouloir quitter la salle dès que l'événement sera terminé en utilisant les sorties prévues à cet effet. Je cède maintenant la parole à M. Michel Leblanc et je vous souhaite un excellent débat. Merci. Merci Geneviève. D'abord, je vous remercie tous ceux qui sont ici en salle. Qu'est-ce que j'aime qu'on puisse enfin se voir et organiser des événements où on sent l'énergie. Je remercie aussi les gens qui nous écoutent en ligne. Vous me permettrez, avant d'avoir une pensée pour le pompier Pierre Lacroix, qui est décédé hier dans l'exercice de ses fonctions. C'est l'exemple même de ce que c'est travailler pour la chose publique, travailler à la ville. Donc, une bonne pensée pour ce pompier courageux. Très fier de vous avoir avec nous, mais très fier, et je tiens à remercier nos deux candidats à la mairie, Mme Plante, Mme Valérie Plante et M. Denis Coderre. Je vous regarde souriant, puis j'ai l'impression que vous vous aimez tellement, vous êtes tellement contents d'être ici. Non, mais je vous trouve beau comme candidat, alors je vous le dis. Et une autre que je trouve ravissante ce soir et que je remercie profondément d'avoir accepté d'animer notre débat, c'est Esther Bégin, qui est la chef d'antenne et animatrice à la chaîne d'affaires publiques par câble, CEPAC. Merci beaucoup, Esther. Quand je lui ai demandé, la première chose que je lui ai dit, c'est « moi, je ne veux pas le faire ». Ça me prend quelqu'un. Ça prend quelqu'un qui est capable d'animer ça. Et Esther, merci encore une fois. C'est un travail délicat. Ce soir, on va tenir un débat durant une période qui est assez particulière. Évidemment, nous sortons de cette pandémie. Il y a beaucoup d'enjeux liés à cette pandémie, des enjeux de santé, des enjeux qui nous ont tous touchés de près ou de loin. Tout le monde ici est double vacciné. On a eu la chance d'avoir ce vaccin qui est arrivé assez rapidement. Et on a une économie qui a été très résiliente, qui en quelque sorte a traversé cette pandémie en se remettant d'aplomb. On est dans cette période de relance. Il reste encore des grands défis où on va en parler au cours de ce débat. C'est clair que la prochaine administration va prendre des décisions très, très importantes pour notre avenir collectif, notre avenir économique. Le centre-ville est touché, c'est sûr, des secteurs souffrent encore. Évidemment, il va y avoir des enjeux de transition environnementale qui vont nous toucher tous et toutes. Et éventuellement, il y aura évidemment beaucoup de décisions à prendre qui vont toucher aussi la question des transports. Et je vous assure, ça va faire partie de ce débat. Le débat d'aujourd'hui, les thèmes ont été communiqués, mais cette année, on a même fait ça différemment. J'ai mon fils de 11 ans qui est ici et je lui dis souvent, quand le professeur te dit sur quoi va porter l'examen, tu peux bien te préparer. Bien, cette année, on a sorti un document dans lequel il y avait 14 questions. Je ne vous dirai pas que c'est textuellement les 14, mais si vous avez fait vos devoirs, vous ne devriez pas être surpris par les questions de l'examen. L'autre chose qu'on a voulu faire, c'est provoquer une vraie période d'échange. Ce soir, vous allez pouvoir discuter l'un avec l'autre. Vous allez pouvoir dire quand vous êtes d'accord. Vous pourrez dire quand vous êtes en désaccord. Mais notre objectif, c'est qu'on saisisse bien ce qui vous différencie. Donc, gênez-vous pas pour dire ce que vous feriez différent de votre... Je ne sais pas si c'est un concurrent ou un adversaire, mais faites-vous plaisir et faites-nous plaisir pour qu'on vous suive là-dedans. Je terminerai en vous remerciant tous, en espérant qu'on ait un excellent débat, en vous demandant de la retenue. J'imagine qu'ici, il y en a pour qui le cœur brûle pour l'un des candidats. Je vous demande de vous retenir et je vous demande qu'après, quand vous voudrez tous réseauter, parler,
que vous sortiez discrètement puis que vous fassiez ça à l'extérieur, ce qui va faire en sorte que ça soit sécuritaire pour tout le monde. Donc, je vous souhaite un excellent débat. Esther, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, Michel. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce débat économique qui est organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Mon nom est Esther Bégin. Je suis journaliste et chef d'antenne à CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Un mot d'abord pour vous dire que le débat de ce soir est diffusé en direct du centre Sheraton, donc situé en plein cœur du centre-ville de Montréal. Il réunit les deux principaux candidats au poste de maire ou mairesse de Montréal, ce qui fait qu'au cours de la prochaine heure et quelques minutes, on va aborder les grands enjeux et les préoccupations des entreprises en matière d'économie. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter les deux candidats du débat de ce soir, donc Mme Valérie Plante, mairesse sortante de Montréal et chef de projet Montréal, équipe Valérie Plante, et M. Denis Coderre, chef d'Ensemble Montréal, équipe Denis Coderre. Alors, bonsoir à vous deux et bienvenue. Bonsoir. Si. Le débat va donc porter sur 5 thèmes bien précis ce soir. D'abord, le développement économique du territoire, les activités commerciales et le logement, le transport et la mobilité, l'environnement et les changements climatiques, et finalement, la capacité budgétaire et le compte de taxes. Pour ce qui est des règles du jeu maintenant, pour chacun des thèmes, une question principale sera posée. Chaque candidat y répondra tour à tour pour une durée de 1 minute 30 secondes chacun. L'échange va continuer avec un débat de 6 minutes entre les candidats. Et après cette période de débat ouvert, je vais poser une série de questions éclairs. Et chaque candidat y répondra tour à tour pour une durée de 30 secondes chacun. Et ce même ordre va être répété pour chacun des 5 thèmes de la soirée. Très important, les tours de parole ont été préalablement assignés par tirage au sort. Donc, on vous demande de bien vouloir respecter le tour de parole de chacun et également le temps alloué pour les prises de parole. Sinon, je vais devoir vous couper la parole. Sur ce, je vous souhaite un excellent débat. On débute donc par le thème central de ce débat ce soir, qui est le développement économique du territoire. La relance post-COVID est bien amorcée et enfin, on peut regarder vers l'avenir. La prochaine administration municipale aura beaucoup à faire pour créer un environnement d'affaires qui permette de retrouver notre momentum. Parmi ces défis, la relance du centre-ville et le développement de nombreuses zones à fort potentiel. On va commencer par le secteur névralgique qui est le centre-ville de Montréal. Les travailleurs n'y sont pas encore revenus en grand nombre. Les étudiants y sont, mais les visiteurs tardent à revenir. Il y a donc un véritable risque de dévitalisation du centre-ville. Question principale, quelle est votre vision pour le centre-ville et quels projets concrets allez-vous soutenir pour sa relance? La première personne à prendre la parole est M. Coderre pour 1 minute 30. Merci, Mme Bégin. Merci, Michel. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous à nouveau. Je pense qu'il faut commencer par croire au développement économique, puis il faut en faire. Malheureusement, le centre-ville a besoin, comme Montréal, beaucoup d'amour. Il y a des réalités aussi de cohabitation, problèmes de dévitalisation, vous l'avez dit. Donc, c'est pour cette raison que nous, on veut, dans un premier temps, assurer qu'on puisse habiter le centre-ville, qu'on puisse le visiter et mettre les sous comme il se doit. Mais la réalité première, c'est qu'il faut s'assurer que le centre-ville soit sécuritaire. Il y a un problème de sécurité à Montréal, c'est l'enjeu numéro 1. Il y a un problème de propreté aussi à Montréal. On a besoin également de travailler notamment avec Montréal Centre-Ville et les autres SDC. Donc, c'est de ramener cette concertation, de ne pas avoir peur de s'asseoir avec les développeurs, avec les gens de l'immobilier, parce qu'il va falloir qu'on parle de densité. Il va falloir qu'on requalifie des immeubles qui jusqu'à 20 sont maintenant inoccupés pour en faire, par exemple, des logements sociaux. Et c'est de ramener cette confiance entre les troupes et l'ensemble des partenaires pour nous assurer qu'on puisse arriver à bon escient. On avait déjà à l'époque mis en place une stratégie du centre-ville en 2017. On a maintenant un statut de métropole qui nous donne les capacités financières, les capacités subventionnaires et compensatoires. Et c'est de cette façon-là qu'on a l'intention, très concrètement, de s'y attarder. Merci, M. Coderre. Je répète la question. Donc, quelle est la vision pour le centre-ville et quels projets concrets allez-vous soutenir pour sa relance? Madame Plante, à vous la parole, 1 minute 30. Oui, merci beaucoup, Madame Bégin. Donc, écoutez, vous l'avez
l'avez dit d'entrée de jeu, la pandémie a frappé fort. Montréal était en excellente santé financière. On était sur un momentum, un air d'aller. La pandémie a frappé et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est à quel point, pendant la pandémie, tous les acteurs du milieu économique, et là, je vais dire le grand milieu économique, bien sûr, ça touche le port de Montréal, les universités, Tourisme Montréal, le milieu culturel, les chambres de commerce, Montréal International, tout le monde s'est mobilisé pour trouver des solutions. Et ça, moi, je tiens à le reconnaître. Parce qu'il n'y a jamais, pour sortir d'une pandémie, c'est jamais une personne qui trouve les solutions, c'est quand on travaille ensemble. Alors, tout d'abord, je veux les remercier, tous et toutes qui sont probablement dans la salle ou qui nous écoutent. Merci parce qu'on a tenu le fort et c'est pour ça qu'on a la meilleure reprise économique au pays en ce moment. Pour ce qui est du centre-ville, parce que le centre-ville, il est déserté, justement, il n'y a plus de travailleurs, il y a un petit peu d'étudiants, mais pas encore assez. Notre plan d'investissement, c'est 1 milliard de dollars, c'est majeur, ça sert de levier pour faire du développement dans les infrastructures, entre autres, pour rendre notre rue Sainte-Catherine absolument magnifique, la plus belle artère commerciale au pays. Et c'est également d'investir dans des installations métropolitaines comme le Palais des Congrès, parce que le Palais des Congrès, déjà, reçoit 56 % des événements internationaux. On veut lui donner encore plus d'énergie. Alors, on va travailler très fort avec nos partenaires. Merci, Mme Plante. On va maintenant passer à la question qui va être suivie d'un débat ouvert. Depuis plusieurs années, les promoteurs déplorent la lourdeur et la lenteur des processus de la Ville lorsqu'il s'agit d'un projet d'envergure. Ils estiment que la Ville est lente à réagir au dépôt initial des projets, que la rétroaction est souvent incohérente et que les signaux lancés par les responsables politiques et administratifs sont nébuleux. Les entreprises sont ouvertes à améliorer leurs projets, mais veulent éviter des délais coûteux. Ils ont l'impression que les processus sont imprévisibles et lent. Question qui va ouvrir le débat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Et si oui, en quoi votre administration améliorerait les processus administratifs auxquels sont assujetties les entreprises et en particulier les promoteurs immobiliers? Et la personne qui débute ce débat ouvert, c'est M. Coder. Bien, la première chose qu'il faut faire, c'est de s'assurer qu'on arrête de dire que c'est des gens qui font partie du problème. Si on veut augmenter la densité, si on veut redévelopper Montréal, il ne faut pas pendant 3 ans et demi les ignorer, puis à quelques mois des élections, de s'assurer qu'ils fassent partie de la solution. Donc, on vient de faire une table de concertation. On essaie encore de se demander à quoi ça sert. Et malheureusement, vous avez des gens qui, à chaque fois qu'on parle de densité, bien là, on nous attaque de dire qu'on veut travailler avec les riches, quand ce n'est pas ça. Si on veut assurer qu'on combatte l'étalement urbain, si on veut s'assurer qu'on puisse, que les banlieues puissent devenir nos compétiteurs, on doit faire de la densité ici. Donc, la première étape, c'est de travailler en ce sens. L'autre point, c'est clair. On a besoin d'un Montréal exemplaire. On vient de perdre le fax dans le plateau Mont-Royal. Là. On travaillait encore avec de façon archaïque. Les permis, ça peut prendre des mois et des mois, quand ce n'est pas des années avant d'y arriver. Alors, on a besoin d'assurer un Montréal qui devient un partenaire, pas un irritant. Madame Plante. Oui, si je peux me permettre. Vous savez, au cours des 4 dernières années, c'est 100 projets immobiliers qui sont présentement, en fait, je ne parle même pas des 4 dernières années. Depuis 2 ans, c'est 100 projets immobiliers qui sont en place, 12 projets publics, on parle du REM, de la STM et 10 projets villes. Juste dans le centre-ville de Montréal, depuis 3 ans, c'est 3 milliards d'investissements directs qui ont été faits. Moi, je me base sur des faits. Ceci étant dit, il faut toujours améliorer les processus. Par exemple, on a décidé de créer avec l'IDU une unité pour faciliter certains grands projets pour qu'ils atterrissent bien dans le centre-ville de Montréal. Mais moi, ma vision, c'est que tout projet arrive dans un milieu de vie. C'est important de pouvoir travailler de concert avec les promoteurs, travailler quand c'est certains grands projets avec l'OCPM et d'écouter leurs recommandations pour créer des milieux de vie complets parce que un des éléments à lesquels je suis très attachée et qui fait que Montréal est compétitive à l'étranger, c'est sa qualité de vie. Et j'ai envie de vous dire l'abordabilité. M. Coder, vous disiez que c'était la sécurité publique. Moi, je considère que la question de l'urne doit être l'habitation. Parce que ça n'a pas de bon sens que les gens ne puissent pas se loger à Montréal et que le centre-ville soit hors de prix. M. Coder. Nous sommes tous d'accord pour plus d'habitation. Je suis contre votre règlement 20-20-20
parce qu'on est en compétition avec Candiac, puis les villes appellent « Venez chez nous, vous allez voir, il y aura moins de problèmes ». Mais pas de stabilité, pas de prospérité. On a besoin de s'assurer qu'on vive de façon sécuritaire. Il y a une réalité. Vous avez fait la sourde oreille, vous avez mis la tête dans le sable à ce niveau-là. C'est correct, je peux respecter ça. Vous êtes pour le définancement puis le désarmement. Moi, ce que je veux m'assurer, c'est que l'on puisse être sécuritaire et travailler de concert avec l'ensemble des partenaires. Et on l'a fait dans notre premier mandat. Quand je suis parti, il y avait 26 chantiers, c'est-à-dire 76 chantiers qui représentaient 26 milliards. On peut en Madame sortir des Plante, chiffres. vous voulez répondre? Ben oui, parce que ce que je trouve dommage dans de ce qui est dit de l'autre côté, c'est que, en fait, c'est pas tant dommage, c'est la réalité des administrations précédentes, c'est de laisser aller, c'est le statu quo. Mais vous savez, si la déréglementation telle que prônée par mon adversaire avait fonctionné pendant son mandat, on ne serait pas avec une crise du logement abordable en ce moment. Et votre plan habitation, M. Connard, je sais qu'on va y revenir, mais comme je dis, moi, je considère que c'est la question de l'urne et j'espère ardemment que ça le soit. Quand vous dites 50 000 logements, les 2/3 ne seront même pas à portée de prix des Montréalais. C'est sérieux, il faut parler d'abordabilité, de logement social. Alors moi, je veux un centre-ville mixte et ça, c'est des choses qu'on discute avec les promoteurs. On s'assoit avec eux, comme le projet Molson a travaillé avec Montoni, avec Groupe Sélection, puis on a un projet qui est absolument exemplaire et c'est ça qu'on veut à Montréal. Je vais y aller avec une question de relance à chacun pour compléter ce débat ouvert sur le développement économique du territoire. Monsieur Coder, d'abord, quelles leçons vous tirez de l'expérience de la formule électrique et de son impact au centre-ville en 2017? Bon, il y a un problème de communication. On a manqué sur la question des billets, mais on parle maintenant de transition énergétique. Nous sommes la capitale de l'or bleu. On parle également de s'assurer qu'on puisse revoir notre façon de faire au niveau des transports. C'était un laboratoire d'innovation. Oui, il y a eu des erreurs. Et c'est sûr que quand on fait un événement sur 6 ans, on ne tire pas à plug après 1 an. Le Grand Prix du Canada, les grands festivals, quand ils ont commencé, ils ont été aussi déficitaires. Mais la différence entre une garantie bancaire et une dette, c'est quand on annule un projet. Question de relance pour Mme Plante. Quelles leçons vous tirez, vous, de votre côté, des critiques qui entourent la gestion des nombreux chantiers au centre-ville de Montréal? Oui, absolument. Bien, pour nous, c'est important. Et l'année dernière, en pleine pandémie, quand les gens nous ont dit « on comprend pourquoi il faut faire des travaux d'infrastructure, mais là, c'est trop », alors on a décidé de diminuer les chantiers de 40 % tout en sachant qu'il y a seulement 25 % des chantiers à Montréal qui sont ceux de la Ville de Montréal. Les autres, c'est des partenaires, mais il faut travailler avec eux. Et dans notre prochain mandat, on va augmenter l'escouade mobilité. On a mis en place une charte des chantiers, et on va travailler également pour faire un sommet. Et si vous me permettez, je trouve ça déplorable de vous entendre dire, M. Coder, que la Formule A était une erreur de communication, alors que le bureau de l'inspecteur général a dit qu'il y avait de l'ingérence politique. Je trouve que c'est un peu léger comme votre comparaison. Il n'y a pas eu d'ingérence politique, mais vous aviez dit que vous étiez prêt à travailler avec les gens, et pendant qu'il était dans l'avion, vous l'avez annulé au même moment. Alors, on peut refaire le passé. J'ai payé politiquement avec l'élection. Je pense qu'on doit regarder c'est quoi que vous avez fait pendant les 4 dernières années. Ça complète notre période de débat ouvert. C'est tout le temps qu'on a. Les 6 minutes sont expirées. Ça passe vite, 6 minutes. On va maintenant passer aux questions éclairs. Je commence avec l'ancien hippodrome et les vastes terrains de l'est de l'île qui représentent une occasion unique de créer des zones de prospérité. Le développement du terrain de l'hippodrome relève de la Ville de Montréal depuis près de 10 ans maintenant. Pour les terrains de l'Est, la Ville tarde à débourser les 100 millions de dollars que le gouvernement du Québec lui a transférés il y a 3 ans pour la décontamination des terrains. Ce genre de délai nuit au maintien d'un momentum pour favoriser l'investissement et la concertation pour le redéveloppement de ces secteurs. Alors, question éclair numéro 1. Quels engagements concrets êtes-vous prêt à prendre concernant le développement des terrains de l'hippodrome et de l'Est de Montréal? Madame Plante, à vous la parole d'abord, 30 secondes pour répondre. Oui, très fière d'avoir décidé que l'hippodrome serait un grand écoquartier. Et puis, on a suivi toutes les étapes, c'est-à-dire tout d'abord d'acquérir les terrains, ensuite de pouvoir passer par l'OCPM pour entendre la volonté et les aspirations des citoyens dans ce coin-là. Maintenant, il nous reste à faire le PPU qui, lui aussi, un peu à l'image du PPU des Faubourgs avec les projets comme Molson et autres, vont nous permettre d'avoir de grandes lignes directrices. Et d'ici 2023, on va commencer
commençait déjà on va lotir et commencer à développer des morceaux. Donc, pour nous, c'est très positif. Et l'Est pour lequel notre administration... Merci, c'est tout le temps qu'on a. Monsieur Coderre, Il faut s'en occuper, parce que dans les 4 dernières années, on n'a rien fait. On peut bien récupérer, mais c'est mon ami Pierre Desrochers, qui est un extraordinaire président de comité exécutif, qui a négocié la rétrocession des terrains, puis il faut le faire d'ici 2023. Le problème de la candidate de Projet Montréal, c'est qu'ils sont contre Cavendish, et c'est une condition sine qua non pour le faire. On est passé de 6 000, on va bâtir 6 000 logements là-dedans. On parle de 15 000, ça voudrait dire des tours de 40 étages. Faites vos devoirs, on est pour Cavendish. On a présenté les plans, M. C'est tout Coderre. le temps qu'on a. Alors, on passe maintenant à la deuxième question éclair. Au cours des 18 derniers mois, à l'invitation du ministre Pierre Fitzgibbon, plusieurs groupes se sont mobilisés pour développer des propositions de zones d'innovation au Québec. Or, alors que l'on observe une mobilisation totale de tous les acteurs économiques et municipaux ailleurs au Québec, on semble hésitant à la Ville de Montréal à se mobiliser pour désigner un ordre de priorité parmi les 6 ou 7 projets qui sont déposés. Question éclair numéro 2. Quel est votre plan de match pour vous assurer que des propositions déposées par des promoteurs de l'écosystème d'innovation de Montréal seront choisies au cours de votre première année de mandat? Monsieur Coderre, à vous la parole d'abord. 30 secondes. Bien, regardez, c'est pas compliqué. On a contribué à la renaissance de Montréal entre 2013 et 2017. Il faut s'en occuper, il faut être là. Il faut parler, évidemment, de tout ce qui touche l'économie verte. On veut faire un Silicon Valley vert dans l'est de Montréal. On parle également de cybersécurité. On peut parler de FinTech, de CleanTech. Il y a plein de choses qu'on est capable de faire, mais on a besoin d'avoir une administration qui comprend et qui sait ce que c'est du développement économique, et on va faire du développement économique en collaboration avec les partenaires, tout en respectant l'environnement. Merci, M. Coderre. Madame Plante? Oui, alors, il faut savoir, dès le départ, quand M. Fitzgibbon a présenté son projet de différentes zones d'innovation, puis c'est vrai, il y en a plusieurs à Montréal, puis on s'en réjouit. On s'est réunis avec eux pour leur offrir notre support. Donc, on travaille, on a un comité biparti pour pouvoir mettre les morceaux en place. Évidemment, dans une ville comme Montréal, quand on fait atterrir des projets qui ont besoin d'infrastructures, ça prend un certain temps. Mais je dois vous dire que je vois d'un très, très bon œil les différents projets, tellement qu'on a décidé d'ajouter des zones d'innovation métropolitaines pour donner... Merci, Madame Plante. On passe maintenant à la troisième question éclair. Vous avez 30 secondes chacun pour répondre aux questions. C'est vitesse éclair. Hein? Bon. Cette troisième question éclair porte sur la requalification du secteur Bridge-Bonaventure, qui pourrait stimuler le développement économique et urbain de cette partie adjacente au centre-ville, qui, il faut le dire, en a bien besoin. Oui. Or, cette requalification va nécessiter des centaines de millions d'investissements de la Ville de Montréal et du privé. Ça fera bientôt 2 ans que l'Office de consultation publique de Montréal a déposé son rapport. C'est clairement un territoire qui va occuper la prochaine administration municipale. Alors, question éclair numéro 3. Quelle est votre vision du développement de la zone Bridge-Bonaventure? Madame Plante, à vous d'abord. Merci beaucoup. Une question fort pertinente parce que c'est un secteur qui est névralgique, on le sait, près du centre-ville, près du Vieux-Port. Il y a énormément de potentiel. Et pour moi, ce projet-là représente exactement comment nous, on travaille à Projet Montréal, comment on a développé la Molson. C'est-à-dire d'établir les critères avant qu'on vende. Et ça, c'est la SIC, évidemment, qui possède les terrains. Et on est en train de développer avec eux les critères pour que ça marche, pour que ça réussisse. Et bien sûr, il faudra de l'habitation, du transport, des espaces verts et un accès à l'eau. Merci. M. Coderre, votre vision pour Bridge-Bonaventure? Ah, c'est drôle. On me dit qu'à chaque fois qu'on appelle la ville, il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Moi, je pense qu'on a besoin d'un projet mix. On parlait de zone d'innovation, on peut parler de logement. Il y a des choses qu'on peut travailler en ce sens et on est capable d'établir un merveilleux projet de cohabitation. On avait fait, par exemple, dans notre stratégie du centre-ville, pour le Cité du Havre, un projet innovateur de plus de 20 000 unités de logement nécessairement. Donc, on est capable de joindre tout ça, mais on a besoin d'une ville exemplaire, d'un partenaire qui connaît le développement. Merci, M. Coderre. On y va maintenant à la dernière question éclair de notre premier thème ce soir. Je vais d'abord vous nommer 3 projets qui avancent
très lentement à Montréal. Le projet Raymond, qui implique la construction d'un site de transbordement logistique aux abords du port de Montréal. Le projet d'agrandissement du Palais des Congrès, un projet qui est bien ficelé, mais pour lequel les gouvernements du Québec et du Canada se renvoient la balle depuis des années pour éviter de s'engager à financer ces travaux. Et finalement, le projet Labbé, qui implique une restructuration de l'ancien édifice patrimonial et la construction d'une tour sur la partie nord du site. Alors, question éclair numéro 4. Comment votre administration va aborder ces 3 projets, M. Coderre? Bien, il faut avoir aussi le sens de la métropole. Quand on a des réalités avec Québec et Ottawa, bien, il faut connaître le système et travailler avec eux en conséquence. On a une équipe formidable qui va pouvoir régler cette situation-là. Raymond Logistique, bien, il faudrait se demander ce qui s'est passé dans les 4 dernières années, parce que, à part les avocats qui ont fait de l'argent, il y a eu bien des problèmes parce qu'on a fait du laisser-aller. Alors, ou bien on peut acheter le terrain pour le récupérer, ou bien on doit travailler avec une relation de confiance avec le développeur en ce sens. Pour l'abbé, bien, il y a un processus qu'on doit Merci, M. Coderre. Mme Plante. Oui, bien, je vais commencer avec Raymond Logistique parce que si on est dans la situation actuelle de judiciarisation, c'est clairement parce que l'administration précédente a décidé de développer une zone, mais sans même consulter les gens tout autour. Encore une fois, un projet, quand ça arrive pas dans un champ de patates, ça arrive dans un milieu. Et quand on décide de faire une zone industrielle à côté de citoyens, c'est sûr que les gens pose des questions. Alors, pour moi, cet exemple-là est tout ce qu'il faut éviter, d'avancer à la pièce et de donner les clés de la ville sans avoir fait ses devoirs et d'avoir un projet qui est concerté puis qui s'inscrit dans une logique verte et inclusive. Merci. Alors, ça clôt la discussion sur le premier thème de ce soir qui portait sur le développement économique du territoire. On passe maintenant au deuxième grand thème du débat de la soirée qui porte sur les activités commerciales et le logement. On a tous constaté combien les commerçants ont vécu des heures difficiles pendant la pandémie. Même si les gouvernements ont rapidement mis en place des mesures d'urgence pour les soutenir, plusieurs commerces continuent d'avoir de la difficulté à prospérer. Ils font face à plusieurs vents contraires qui, il faut le dire, étaient déjà présents avant la pandémie. Par exemple, la montée du commerce électronique, la difficulté de recruter de la main-d'œuvre, la lourdeur du fardeau fiscal et, dans certains cas, des défis d'accessibilité pour tous leurs clients. Question principale, quels sont les leviers que vous comptez utiliser pour stimuler l'attractivité de nos artères commerciales et qu'est-ce qui vous distingue de votre adversaire? Madame Plante, à vous de répondre. 1 minute 30. Merci beaucoup. Ce qu'il faut faire, c'est de soutenir nos artères commerciales locales, soutenir nos commerçants. La chose qu'il faut éviter de faire, c'est le statu quo, c'est de refaire des artères commerciales comme Sainte-Catherine à l'identique, comme ce qui était proposé par M. Coderre et son équipe à l'époque. On est arrivé en poste, on a décidé qu'on s'en ferait une des plus belles artères commerciales parce que l'expérience de magasinage ne commence pas une fois dans le magasin, elle commence dans la rue. Et si on veut compétitionner avec le commerce en ligne, les centres commerciaux, il faut avoir des outils très, très concrets. Et j'aimerais dire qu'en termes, encore une fois, d'éléments concrets, pendant la pandémie, on a mis en place avec nos partenaires économiques un service de livraison pour concurrencer les services de livraison internationaux, plus grands, si je peux dire, qui chargeaient beaucoup. On a décidé de faire des zones de livraison. On a accompagné 12 000 PME. On a vraiment mis en place des outils très forts, mais encore une fois, à l'échelle humaine pour répondre aux différents besoins des artères commerciales et des petits et moyens commerçants sur nos rues. Quand on décide de, par exemple, rendre des terrasses gratuites, ça a sauvé des entreprises parce qu'ils ont pu faire leur chiffre d'affaires pendant l'été dernier et encore cette année. Quand on fait des rues piétonnes, c'est une façon de s'inscrire dans le 21e siècle. On ne veut pas reculer, on ne veut pas le statu quo. Il faut regarder en avant et toutes les grandes villes du monde. J'ai envie de nommer Paris. Paris, on a des plans très, très similaires, la ville de Paris et Montréal. On avance. Merci, Mme Plante. Je vais répéter la question pour M. Coderre. Quels sont les leviers que vous comptez utiliser pour stimuler l'attractivité de nos artères commerciales et qu'est-ce qui vous distingue de votre adversaire? 1 minute. Si on est capable de faire des projets pour des programmes pour les commerces, c'est parce qu'on a un statut de métropole. Avant, on n'avait pas cette capacité ni subventionnaire ni compensatoire.
On a parlé d'un projet d'un plan de 25 millions pour les commerces. Malheureusement, c'était tellement compliqué ça a été fait en 2018. On l'a utilisé plus tard, puis on a dépensé seulement 3 millions maintenant. Donc, c'est pour ça que ça prend une ville exemplaire qui comprend bien la façon de faire. Moi, je pense que malheureusement, avec Sainte-Catherine, on n'a pas travaillé adéquatement pour l'habillement des chantiers. Ça a créé un problème et il y a eu des petits problèmes de signalisation et de communication en ce sens. D'établir, pour contrer le commerce en ligne, d'avoir une stratégie de vitrine au détail. Ça pourrait sauver de l'espace également, où les gens vont vivre une expérience commerciale. Ça devient intéressant. On devra travailler également avec une nouvelle fiscalité modulaire et stratégique, notamment pour les hôteliers, pour les restaurants, parce que les restaurants ont souffert beaucoup, et on pourra également avoir une stratégie culturelle en ce sens. Il faut travailler aussi avec les partenaires. Glenn, la SDC, a travaillé avec son groupe, avec l'ensemble des partenaires, et puis on parlait de Montréal International, Tourisme Montréal, la Chambre de commerce et tout ça. J'ai entendu plus souvent Michel Leblanc que l'administration en place pendant la pandémie. Je veux vous féliciter, M. Leblanc, pour votre travail. Vous avez été un excellent porte-parole pour les commerçants. Mais il faut travailler avec eux, leur donner les fonds supplémentaires pour qu'ils puissent faire partie de la solution. Merci, M. Coder. On va maintenant poursuivre avec la question qui va être suivie d'un débat ouvert, le débat de 6 minutes. La question va porter sur un autre enjeu important pour les commerçants, c'est-à-dire l'agilité réglementaire. 82 des répondants à un sondage récent de la Chambre de commerce ont déclaré que le fardeau de la réglementation ne s'est pas amélioré dans les 5 dernières années et 65 sont insatisfaits quant à l'efficacité des processus administratifs de la Ville. Alors, question pour lancer le débat. Que comptez-vous faire pour simplifier la vie des commerçants, des restaurateurs et autres entrepreneurs? Madame Plante, c'est à vous. Merci beaucoup. Effectivement, il faut toujours diminuer le fardeau administratif des commerçants parce que pour les commerçants, du temps, c'est de l'argent. Ce qu'on s'est engagé à faire dans notre premier mandat, c'est de rendre des processus beaucoup plus simples, entre autres des permis via Internet. Donc, pas besoin de se rendre sur place dans les arrondissements pour pouvoir avoir son permis. Ça, c'était très important. Ça aussi, c'est très, très concret. Quand on dit qu'on a rendu, par exemple, les terrasses, les agrandir et de pouvoir avoir un prix symbolique, c'était dans cet esprit-là aussi. Et évidemment, il y a énormément d'apprentissage qui nous vient des différentes initiatives qui ont été mises pendant la pandémie. Mais au final, peut-être la dernière chose, c'est le guichet unique qu'on a mis en place pendant la pandémie. Quand je vous dis que ça a aidé 12 000 entreprises, ils appelaient, via PME Montréal d'ailleurs, que je tiens à saluer et les remercier pour leur travail, mais ça a permis vraiment à plein d'entreprises de pouvoir avoir accès, pas juste aux services de la Ville, mais aussi de pouvoir les guider à travers les différents programmes provinciaux et fédéraux. Donc, pour moi, c'est ça de l'aide directe et d'améliorer les processus dans tous les arrondissements parce que c'est à géométrie variable. Il faut viser vers un meilleur service le plus simple possible. Monsieur Coder. Moi, je pense qu'on a besoin d'une meilleure politique d'accompagnement. Évidemment, le fait de dire qu'on va par Internet, c'est bien, ça c'est parfait. On avait mis avec Harold Chitilian à l'époque le concept de ville intelligente qui a été repris par votre maire de l'époque, M. Croteau. Ça c'est correct, mais à un moment donné, ce que tu peux mesurer, tu peux le contrôler. Donc, il faut s'assurer qu'en temps réel, quand ce soit le service 311 ou bien de donner de l'information aux commerçants, que ça soit réel. Alors moi, ce que je m'engage, c'est qu'on puisse justement travailler plus sérieusement avec des indicateurs. Ce que tu vois, tu le comprends. Donc, en travaillant de cette façon-là. Deuxièmement, on est un peu dans une ville des dérogations. C'est pour ça que quand on parle d'habitation ou quand on parle de permis d'occupation, des choses comme ça, on a besoin, puis le phénomène des food trucks, des camions pour la bouffe de rue, bien, c'est aussi des problèmes. C'est des petits gestes qui font en sorte que ça peut améliorer la qualité de vie des commerçants et avoir plus de prévisibilité au niveau des relations. On voudrait, par exemple, au niveau du paiement, on va en parler tantôt de la taxation, étendre ça sur 12 mois, qu'on ait vraiment un partenaire avec les commerçants que la Madame ville fasse. Plante, pour répondre. Bien, écoutez, au final, je pense que tout le monde souhaite que ça soit plus facile pour les commerçants. Ça, c'est évident. De la même façon que quand on a mis en place le premier programme pour soutenir financièrement
les propriétaires d'entreprises qui perdaient des affaires à cause des constructions sur une longue période. On a mis le programme et même s'il était simple, on nous a dit qu'il faudrait qu'il soit encore plus simple. Alors, c'est ce qu'on a décidé de faire, avoir un accompagnement même par des comptables déployés par la Ville pour faciliter une certaine reddition de comptes, évidemment. Mais pour moi, ça, c'est de l'agilité. Quand tantôt, je disais qu'on diminue les chantiers de 40 alors qu'on sait que la Ville, ça coule de partout, là. Donc, c'est une nécessité d'investir dans nos infrastructures. Pour moi, c'est ça, une ville intelligente. C'est une ville qui est agile, qui comprend les besoins, qui parle avec ses partenaires, puis qui s'adapte. Monsieur Coderre. C'est une ville qui doit être vraiment partenaire de tous les secteurs de développement. Et avec tout mon respect, ce n'est pas le cas avec votre administration actuellement. Projet Montréal et développement, ça ne va pas ensemble. Vous avez, là, on peut avoir des vocations tardives, tant mieux, on voit la lumière, bravo, félicitations. Mais quand on regarde sur les 3 années et demie, combien de plaintes qu'on a, comment ça se fait qu'on va avoir une campagne électorale pour qu'il y ait un problème de terrasse dans le plateau Mont-Royal, puis là, tout d'un coup, parce que ça sort publiquement, on va faire un appel, n'inquiétez-vous pas, vous allez vous l'avoir. Comment ça se fait que dans Huntsic, quand il y a un problème, parce qu'on a mis une terrasse pour la pandémie, on va leur dire, bien, la pandémie va être finie, tu ne l'as plus ta terrasse, puis on en a besoin. 85 des emplois viennent des petites et moyennes entreprises. Il faut avoir cet esprit entrepreneurial. Il faut créer l'atmosphère et l'environnement propice au développement. J'ai chacun pour vous une question de relance. Madame Plante, d'abord. Votre programme mentionne la mise en place d'un réflexe d'allègement réglementaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, justement, quand on parle par rapport aux terrasses, quand on est en train de discuter en ce moment de pouvoir faire des terrasses l'hiver, bien, il faut qu'on puisse s'adapter au contexte parce que des règlements, ils ont été faits pour des raisons particulières. C'est pour gérer une métropole, pour gérer une ville, des arrondissements qui ont des réalités très différentes. Alors, de pouvoir faire des allègements, c'est de ne pas faire du mur à mur, mais plutôt d'y aller avec de l'acupuncture, un peu comme quand on pense des règlements pour les rénovictions. Nous, on y va avec l'acupuncture en fonction des besoins qui sont mis de l'avant. Alors, encore une fois, être responsable, être agile, puis être cohérent. Monsieur Coderre, question de relance pour vous. Votre plateforme mentionne peu de mesures qui visent l'agilité réglementaire pour les entreprises. Est-ce que c'est une priorité pour vous? C'est une priorité parce qu'on a déjà parlé de villes exemplaires. Et puis, on a cette expérience d'accompagnement avec les arrondissements. On peut parler de terrasses et tout ça, là, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que la PME puisse, pour distribuer la richesse, il faut bien en créer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à, au lieu de se casser la tête à remplir tous les papiers, comment on va être en mesure de pouvoir vendre le produit puis travailler beaucoup plus vers cette clientèle? Alors ça, on le fait, mais on a besoin d'une plus grande concertation avec les arrondissements parce qu'un des problèmes majeurs, oui, ça ne faut pas que ça soit du mur à mur, mais il y a des choses qu'on ne devrait pas doubler ou tripler. De donner un permis tout en respectant l'identité propre d'un arrondissement, bien, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir 25 façons de faire, on peut en avoir une. Donc, cette cohérence, cette intégration va permettre, à mon avis, de rendre la vie beaucoup plus facile à nos commerçants. Alors, ça complète notre débat ouvert. On va passer maintenant aux questions éclairs de notre deuxième thème. La question porte sur la crise du logement, évidemment, qui fait les manchettes depuis plusieurs mois. L'offre de logement ne correspond pas à la demande, ce qui pousse les prix, vous le savez, des loyers et des propriétés à la hausse. Cette situation crée des inquiétudes chez les ménages à faible revenu. Et ça pousse aussi certaines familles à envisager de s'établir en banlieue, évidemment, au détriment de Montréal. Question éclair numéro 1. Comment allez-vous travailler avec les promoteurs immobiliers pour augmenter de façon significative l'offre de logement à Montréal? Monsieur Coderre, d'abord, 30 secondes pour répondre. Bien, on a établi un projet d'habitation de 50 000 unités. Et à l'intérieur de ça, on pourrait récupérer, il y a une trentaine de terrains qui appartiennent à Montréal. Donc, on peut passer de 15 à 30 pour le logement social. Mais la seule façon d'avoir un impact sur le prix, ça prend de la densité. Il faut doper l'offre. En travaillant de cette façon-là et en s'assoyant avec l'ensemble des partenaires, en établissant ce pacte-là, on est capable d'y arriver tous ensemble. Madame Plante? Écoutez, j'entends parler de doper l'offre, mais moi, ce qui me préoccupe là-dedans, c'est qu'il n'y a aucune préoccupation sur gérer les loyers existants parce que, de l'autre côté, on a dit qu'on allait faire un registre des loyers, mais en fait, c'est sur une base volontaire. Donc, finalement, c'est du vent parce que ça existe déjà. Et honnêtement, moi, je suis préoccupée pour l'abordabilité pérenne. Qu'est-ce qu'on va faire pour ceux et celles qui font des flips? Qu'est-ce qu'on va faire pour ceux qui profitent
de la spéculation actuelle pour augmenter et Merci, faire en Mme sorte qu'il y a Plante. plein de familles qui ne peuvent pas habiter Montréal. On passe maintenant à la deuxième question éclair. Un des problèmes qui afflige les commerçants, c'est l'enjeu de l'accessibilité à leur commerce et le manque de stationnement. Cette situation a un impact direct sur l'achalandage, particulièrement pour les commerces de destination et ceux qui ont une clientèle commerciale importante. Alors, question éclair numéro 2. Comment comptez-vous vous assurer qu'un nombre suffisant de stationnements soit disponible à proximité immédiate de nos artères commerciales? Madame Plante, d'abord, 30 secondes pour répondre. Oui, tout à fait. Donc, quand il y a les rues commerciales, on a besoin d'avoir de l'agilité. Puis ça, je vais le redire à plusieurs reprises, parce que quand on fait, par exemple, des concepts de rue comme celle, je pourrais parler de Sainte-Catherine, c'est qu'on puisse avoir de la flexibilité. Si on veut faire une rue piétonne ou une artère commerciale piétonne pendant une fin de semaine. Mais il faut qu'il y ait des débarcadères. Il faut qu'il y ait une façon, comme on le fait d'ailleurs pendant la pandémie, pour soutenir justement les restaurateurs et garder des places devant leur commerce parce qu'il y avait beaucoup de livraisons. Merci. Donc, c'est vraiment... Monsieur Coderre? Bien, si on veut donner des stationnements gratuits, il faut être capable de s'y rendre au centre-ville. Alors, il y a un problème à ce niveau-là. Deuxièmement, j'aimerais bien avoir les chiffres de l'ensemble des stationnements que vous avez coupés pendant votre mandat. Madame Plante, ça serait intéressant à savoir. Alors, quand on regarde tout ça, il faut qu'il y ait, c'est pas juste une question de versabilité, c'est une question de fluidité. Alors, pas de clients, pas de vente, puis le commerce va fermer. Fait qu'il faut travailler en ce sens-là. Est-ce que je peux répondre à la question de Non, parce qu'il nous reste peu de temps. C'était les questions éclairs, finalement. Les gens répondent à tour, les deux candidats répondent à tour de rôle. Alors, ça complète notre deuxième thème de la soirée qui portait sur les activités commerciales et le logement. On passe maintenant au thème 3 qui porte sur les transports et la mobilité. Les enjeux de fluidité des déplacements, de gestion des chantiers et de mobilité sont en tête des préoccupations qui nous sont communiquées par le milieu des affaires. La congestion a des répercussions importantes sur la mobilité des travailleurs et des biens, sur la productivité des entreprises et plus globalement sur l'attractivité de Montréal. Une entreprise sur 3 sondée par la Chambre de commerce indique que les entraves à la mobilité ont des répercussions sur la capacité à attirer et à retenir de la main-d'œuvre. Alors, question principale, qu'allez-vous faire concrètement pour diminuer la congestion à Montréal? Monsieur Coderre, à vous d'abord, 1 minute 30. Bien, la première chose, c'est que actuellement, il y a tellement de chantiers, puis on a l'impression que la main gauche ne sait pas ce que la main droite fait. Il y a un problème de mobilité. Vous avez promis tellement de régler tous les problèmes que ça s'est empiré. Alors, on a fait une campagne électorale en 2017 sur mon dos comme ça, puis on voit aussi aujourd'hui les résultats. Donc, il faut qu'on repense peut-être la Commission des services électriques. Il faut qu'on travaille. Notre ami Robert Poitier est ici. Quand on avait un problème, Mobilité Montréal, on s'assoyait, peu importe l'heure du jour, peu importe la journée, puis on le réglait le problème. Alors, on a besoin pas d'être attentiste puis de dire que c'est la faute de Québec ou d'Ottawa. Il faut qu'on travaille ensemble puis qu'on se dise, on va lâcher la salle d'attente, puis on va s'asseoir ensemble, puis on va le régler le problème. Et ça ne se fait pas présentement. Oui, il y a une escouade de mobilité, mais poignée dans le trafic. Alors, c'est ça qui est le problème présentement. Alors, on peut-tu... Combien de gens qui m'appellent qui sont en maudit parce qu'ils disent « Regarde, ça m'a pris 1h30, pas de Brossard à ici, à l'intérieur même de la ville. » Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on tourne en rond. C'est peut-être un problème de sens unique. Je pense qu'on a un problème de signalisation, on a un problème de mobilité Montréal, on a un problème de s'assurer qu'à la gestion de chantier, on puisse dire « Mais pas juste ta pancarte, tu vas revenir dans 3 semaines. » Il est là le problème présentement. Donc, ça prend du leadership. Ça prend du leadership assumé. Puis moi, je pense qu'on est capable de le faire parce que non seulement on est une équipe, mais on a déjà fait nos preuves en ce sens. Alors, travaillons de concert avec l'ensemble des partenaires et puis attendons pas qu'on nous appelle, qu'on aille directement sur le terrain. Merci, M. Coderre. Je répète la question pour vous, Mme Plante. Qu'allez-vous faire concrètement pour diminuer la congestion à Montréal? 1 minute 30. Alors, moi, je vais vraiment répondre à la question parce que ce n'est pas le leadership qui trouve des solutions, comme vous dites, à des problèmes concrets. Alors, je vais vous amener des éléments concrets. L'escouade mobilité, on peut faire des farces avec, mais je tiens quand même à mentionner que c'est extrêmement innovant, puis c'est près de 58 000 interventions qui ont été faites depuis que ça existe. Donc, c'est vraiment pas rien.
rien. Puis tant mieux parce que ça veut dire qu'elle travaille fort. Mais sinon, dans le prochain mandat, on a bien l'intention de continuer avec la Charte des chantiers. On a proposé des travaux 24/7 parce que ça se fait ailleurs. Il faut réaliser que la réalité de Montréal, c'est que c'est vrai qu'il y a des grands chantiers. Puis il y en a qu'on aime, comme par exemple les transports collectifs. Quand on voit plein de grues dans le centre-ville, on est content qu'il y ait des chantiers privés. Oui, il faut améliorer la signalisation, s'assurer de la sécurité, mais il faut avoir des solutions concrètes. Et pour moi, quand on parle d'avoir un budget qui est investi seulement pour pouvoir réduire les impacts des chantiers, d'aller chercher des datas, on en a déjà, mais il faut aller plus loin, ou encore de faire un sommet sur les chantiers, parce que c'est une réalité, il faut que tous les donneurs d'ouvrages soient autour de la table. Et ça, pour moi aussi, c'est une réalité qui est importante. On ne peut pas seulement la minimiser et la réduire à « moi, je vais tout régler ». Ça ne marche pas comme ça. Sinon, si je peux me permettre, tout aurait été réglé bien avant vous et moi, M. Coderre. Mais dans tous les cas, ce travail de partenariat, oui, avec la Mobilité Montréal, mais également avec les différents partenaires est importante. Merci, Mme Plante. On y va maintenant avec notre débat ouvert de 6 minutes. D'abord, une mise en contexte. Le développement du réseau de pistes cyclables est une mesure importante pour de nombreux citoyens de la métropole. Les transports actifs contribuent à la réduction de la congestion, mais aussi à la réduction des gaz à effet de serre. Mais le développement de ce réseau doit également se faire en tenant compte de son impact sur les déplacements effectués par les automobiles et les camions. Le défi, c'est donc de trouver le juste point d'équilibre entre le déploiement d'espaces dédiés pour les transports collectifs et actifs et le maintien de réseaux routiers efficaces. Et là, je pense évidemment au transport de personnes et de marchandises. Alors, question pour ouvrir le débat. Comment développer le transport collectif et actif tout en maintenant les axes de transit pour les marchandises et les autos? Monsieur Coderre, à vous de lancer la discussion. Je pense qu'on va avoir besoin d'un sommet sur le camionnage parce qu'il y a une réalité de livraison. Je pense qu'il y avait certaines idées que Mme Plante avait mis de l'avant, comme la livraison, ça pourrait être bien, mais c'est un élément, ce n'est pas les éléments. Donc, je pense qu'on devrait avoir une plage horaire au niveau des livraisons. Ça se fait à Fort Lauderdale, ça se fait dans d'autres villes. Et puis, ça va aussi assurer beaucoup plus de sécurité parce que dans la vision zéro, il faut protéger le plus vulnérable. Et puis, c'est évidemment le piéton qu'il faut penser. Puis, le problème de la piétonisation ou les gestes que vous avez posés au niveau de certaines pistes cyclables, c'est qu'il n'y a pas eu de consultation. Et puis là, il y a un problème de cohabitation. Parce que si on veut qu'il y ait des voitures, parce qu'ils vont toujours être là, il y en a peut-être trop, on peut travailler contre l'auto-solo et tout ça. Mais la réalité, c'est qu'une cohabitation, il faut y croire. Alors, ce n'est pas en étant anti-voiture qu'on va régler quoi que ce soit. On peut être pro-vélo, on peut être pro-cohabitation, mais on doit travailler dans un effort de consultation. Regardez ce qui s'est passé dans plusieurs éléments au niveau de la Petite-Italie. Il y a eu des problèmes majeurs en ce sens. Nous, on avait un plan vélo en 2017, même Vélo Québec nous a salués en conséquence. On en a fait des pistes cyclables et tout ça. Mais on ne peut pas faire des pistes cyclables juste pour des pistes cyclables. Il faut qu'on pense qu'il y a une réalité de cohabitation. Les cyclistes prennent aussi leur voiture. Puis il faut travailler en conséquence. Je peux me permettre d'intervenir. Je pense qu'on va régler tout de suite quelque chose. Je ne suis pas anti-voiture, je suis pro-sécurité, M. Coderre. On va se rappeler des faits. Nous sommes tous pro-sécurité. Oui, mais clairement, ça n'a pas la même signification pour tout le monde parce que sur la rue Saint-Denis, parlons-en du rêve, il y avait, depuis 2014, il y a eu 300 collisions, dont 3 morts. 300. Alors, à un moment donné, il faut agir pour les plus vulnérables, justement. Pour moi, là, Vision Zéro, c'est pas juste un slogan, c'est des gestes courageux et forts. Je suis très fière parce que maintenant, il y a à peu près 7000 personnes qui utilisent le rêve. Ça, c'est des gens qui sont peut-être pas dans leur voiture puis qui laissent la voie publique à d'autres. Et au final, ce qu'on a vu, je vous parlais du statu quo en ouverture, mais justement, parce qu'on n'a pas fait du statu quo, on a maintenant une rue Saint-Denis qui va extrêmement bien. Savez-vous il y a combien de commerces depuis janvier qui sont installés sur Saint-Denis? 30. Et ça, c'est parce qu'on a été audacieux. Sécurité, verdissement, tout le monde sait où est-ce qu'il s'en va, piéton à un endroit, voiture à un endroit. C'est plus clair pour tout le monde et c'est bon pour le développement commercial. Et je terminerai en disant que pour le transport logistique, quand nous, on a décidé de faire un bureau de projet pour Notre-Dame, c'est pour ça. L'Assomption, c'est pour desservir mieux le port. Quand on a décidé de sécuriser les voies d'entrée et de sortie, à l'intérieur de l'île, c'est ça également. Alors, pour moi, on peut penser à l'extérieur de la boîte et avoir toujours la sécurité des citoyens et citoyennes en tête, sans pour autant rester à faire de l'immobilisme. En tout respect, Mme Plante, on est tous pour la sécurité des gens. De faire de la politique sur le dos des victimes, c'est un peu un manque de respect.
Moi, je pense qu'on a besoin, même dans la façon dont vous l'avez approché, c'est comme il y a quelqu'un contre quelqu'un. On a besoin de travailler tous ensemble, on a besoin de cohabitation. Il n'y a pas personne qui a la vérité absolue. Et puis, il y a des choses qu'on peut faire autrement. Mais si on ne le fait pas en symbiose avec l'ensemble de la population, il y a un problème en quelque part. Donc, allez-vous enlever le rêve Saint-Denis, M. Coderre? Parce que si Le je rêve, vous on le entends, garde. c'est comme Je un l'ai dit qu'on le garde, fiasco. mais savez-vous quoi? C'est un Les gens de fiasco. Vélo-Québec ont trouvé qu'il y avait des problèmes de sécurisation. Donc, on va le travailler. On n'est pas pour Donc, démolir M. ça. Coderre, ce que On vous va dites, c'est que travailler. c'est une bonne idée, le rêve Saint-Denis. Ah, On c'est a un- bien fait d'agir. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez enlever celui sur Bellechasse, qui, encore une fois, il y a plein de jeunes, des petits, des personnes aînées qui l'utilisent? Parce que sur Vous Bellechasse, essayez de quand vous faire parlez- du négatif, mais c'est vous, Parce que- non, non, c'est c'est- vous qui utilisez parce que cette sur façon Madame de Plante, Bellechasse- faire. laissez M. Coderre. Parce que sur Allez-y. Bellechasse, il y a des personnes âgées, il y a des piétons qui ne se font pas respecter. Parce qu'au lieu d'en faire des deux bords, on pouvait avoir un bidirectionnel juste sur un côté. La cohabitation, c'était tellement bien fait que quand j'ai fait la conférence de presse, il y a eu 4 voitures qui est arrivées en sens inverse, puis un camion qui est obligé de se mettre sur le bord de la piste là pour la livraison de son paquet. Donc, à un moment donné, il ne faut pas être dogmatique. Il ne faut pas penser qu'on a la vérité absolue, puis ceux qui ne pensent pas comme vous ne sont pas bons, là. La J'ai deux questions, cohabitation, Roland. c'est La pour tout le monde. différence, c'est que pour moi, la sécurité sera toujours en haut de la liste. Et ça, c'est la différence parce que vous, aucune quand vous différence. étiez maire, il fallait attendre 5 collisions importantes avant qu'on dépêche une équipe pour sécuriser, M. Coderre. On a augmenté les feux piétons pour que les personnes aînées, les enfants traversent parce que les plus vulnérables, c'est les piétons aussi. Et quand Ah. on trouve une place pour chacun, c'est Pourtant, ne ça pas être chiale encore- dogmatique. ça chiale encore et sur être le temps d'arrêt. intelligent. Ça Et prend je vais trop de temps. encore rappeler votre amie, Mme Hidalgo, qui fait exactement ce que l'on fait sur les Champs-Élysées, comme la rue Saint-Denis. Monsieur Ça vous a Coderre, fatigué, allez-y. Mme Hidalgo, soit mon amie? Ben non, mais c'est Ben, parce qu'à un ben moment voilà. donné, on doit Ça vous s'inspirer travaille pas un juste peu, de là, qui c'est les correct. gens y sont. On a le droit d'avoir des avis. C'est pas juste une question de réputation, M. Coderre. Il faut aussi s'inspirer de ce qu'ils font. Bon, je comprends que vous prenez ça personnel, là, mais la réalité, c'est que tout le monde est pour la sécurité. Mais si on ne le fait pas en cohabitation, votre parti, vous-même, c'est toujours le vélo contre la voiture. On est capable tous et toutes de travailler En ensemble. quelques secondes, M. Coderre, quelle est la place des transports actifs dans votre plan pour la ville? Parce que vous avez dit effectivement... Bien, il est majeur, sauf que nous autres, la STM, on ne comprend pas qu'il y a 63 millions de déficit, qu'on est obligé de couper 30 de services, qu'on a une C'est dette votre de 4 parti qui a proposé de Madame couper Plante, le on a- financement on décembre, On a une M. dette de Coderre. 4 milliards de dollars et puis Mme Plante dit que ça devrait être Québec qui mette l'argent quand le budget est entériné par Madame le Conseil Plante, en municipal. quelques secondes, quelles Ensemble, leçons vous Montréal tirez- a décidé de quelles- couper dans le budget de la Quelles STM, leçons vous c'était leur tirez des décision. réactions des commerçants lors de la mise en œuvre du réseau Express Vélo, Oui, le ben, rêve? écoutez, non seulement c'était pendant la pandémie, les gens en avaient jusque-là, on a entendu, et là, on est en train de faire le rêve sur Peel et ça se passe bien. On a réussi à appliquer, encore une fois. Moi, j'ai pas de problème à dire qu'on s'ajuste. C'est pas à propos de moi, c'est à propos d'offrir le meilleur pour les citoyens et citoyennes. Merci à vous deux. Ça complète la période de débat ouvert, plus animée. Ça les c'est chaud. faut le dire. Le temps est maintenant venu de passer aux questions éclairs. On va commencer par le REM de l'Est. Oui. Qui s'annonce en fait le plus important investissement en transport en commun au Québec. En désenclavant les territoires de l'Est de l'île, il constitue en fait l'une des pièces maîtresses du redéveloppement de ce secteur. Alors, question éclair numéro 1. Est-ce que le REM de l'Est doit être construit même s'il y a une portion aérienne au centre-ville? Madame Plante, 30 secondes pour répondre. Il y a énormément de préoccupations par rapport au REM et il faut les entendre. Pour moi, un projet de transport qui dessert l'Est de Montréal jusqu'au centre-ville, c'est absolument nécessaire. On voit toute l'énergie. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'être avec Mme Rouleau pour signer cette déclaration de l'Est qui met de l'avant exactement les conditions gagnantes et c'est du transport structurant. Mais moi, j'ai désiré mettre sur papier et amener en conseil municipal les conditions gagnantes, ce pour lequel Ensemble Montréal a voté contre, Merci, consultation Monsieur Coderre, citoyenne à et vous un de cadre répondre. financier. Je pense qu'il y a un processus. On a travaillé très fort pour réaliser le REM 1 à l'époque. Et puis, si Montréal n'avait pas eu ce sens de la métropole, il y a bien des choses. On n'aurait même pas eu le REM 2 parce que le REM 1 n'aurait été pas où il est rendu. Maintenant, on apprend du REM 1. C'est-à-dire que oui, il y a de l'aérien, il y a du souterrain. Il faut qu'on laisse aller le processus. Très certainement, on doit avoir un projet signature, mais moi qui ai été 45 ans à Montréal-Nord, on va arrêter de souffler le chaud et le froid où c'est bon à une place puis c'est mauvais à l'autre. On a besoin du REM parce que c'est un investissement de 10 milliards de dollars. Monsieur Coderre. On passe maintenant à la deuxième question éclair de ce thème.
elle porte sur les agences de transport en commun qui souffrent à cause de la baisse marquée de l'achalandage au sortir de cette pandémie. En fait, leurs budgets sont très tendus et ce manque à gagner pourrait les forcer à réduire l'offre de services. Alors, question éclair numéro 2. Comment comptez-vous faire pour que les agences de transport puissent maintenir l'offre de services pré-pandémie? Monsieur Coderre. Bien, la première chose, c'est qu'on va prendre un leadership aussi au niveau de la RTM. On a un rôle parce que le président de la CMM a un rôle à jouer parce qu'il est au-dessus, donc on doit travailler dans ce concept-là. Au niveau de la STM, comme j'ai dit tantôt, il y a un déficit de 62 millions de dollars. On parle de couper 30 des services. On aurait dû, pendant la pandémie, pas donner un plein service. Il aurait fallu qu'on travaille en conséquence, puis dire on va être plus séquentiel pour nous assurer qu'aujourd'hui, on ne soit pas pris dans cette façon-là. Il y a un problème de gestion, il y a un problème de leadership en ce sens-là. Et puis, c'est à la ville de prendre ses responsabilités. La parole est maintenant à Mme Plante. 30 secondes. Oui, merci beaucoup. Dans le dossier du transport collectif, vous savez, on se ramasse beaucoup à recoller les pots cassés, dans d'autres dossiers également. Mais vous savez, quand je pense aux sommes finales, les sommes d'argent qui ont été coupées à la STM dans les administrations précédentes, surtout la vôtre, M. Coderre, et là, vous savez, ça a un impact sur le service. Ensuite, nous, on est arrivés, on a acheté des autobus, on a renfloué, on a fait bouger la ligne bleue comme jamais, la ligne rose jusqu'à la Chine. Et pour le financement, je suis très fière de dire que Québec soit autour de la table parce que, justement, ils sont capables d'entendre les besoins de Montréal, M. Coderre. Merci beaucoup. Alors, ça complète les discussions sur le troisième thème de notre débat ce soir qui portait sur les transports et la mobilité. On passe maintenant à notre quatrième thème qui est très important, c'est-à-dire l'environnement et les changements climatiques. Le milieu des affaires reconnaît l'urgence d'agir et est prêt à accélérer la transition vers une économie plus verte. De son côté, la Ville de Montréal s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55 par rapport à 1990 d'ici 2030. Il reste donc 9 ans. Ça veut dire que votre mandat va être déterminant. Question pour lancer la discussion. Quel geste allez-vous poser pour vous assurer que Montréal atteigne cet objectif? Madame Plante, d'abord, 1 minute 30 pour répondre. Oui, merci beaucoup pour la question. La transition écologique est un sujet qui m'est très cher et on a décidé de travailler avec l'ensemble des acteurs. Encore une fois, pour moi, c'est jamais la question d'une seule femme ou d'un seul homme. Peu importe ce qui est mis de l'avant, c'est du travail d'équipe. Alors, il y a un comité d'experts, mais aussi des gens du milieu des affaires qui s'est joint à ce comité-là où on a fait un plan climat qui est rigoureux, qui est chiffré avec des objectifs clairs pour atteindre justement une diminution de 55 des gaz à effet de serre d'ici 2030 et zéro carbone d'ici 2050. Mais il faut aussi poser les gestes qui sont courageux. Et ça, on a montré qu'on avait la capacité de le faire. Et c'est essentiel parce qu'on a vécu la pandémie, mais on a vu ce que ça pouvait créer. Et entre autres, on sait que dans les crises comme celle-là, ce sont toujours les plus vulnérables qui payent en plus, le plus fort, les personnes qui sont en bas de l'échelle. Alors, de travailler de concert, de pouvoir avoir une feuille de route qui est vraiment très précise et qui va nous permettre d'atteindre cet objectif-là, pour moi, c'est un legs, c'est un cadeau qu'on fait pour tous les citoyens et citoyennes. Et on a bien l'intention, autant dans les transports que dans la plantation d'arbres, dans la création de parcs, dans les normes d'habitation pour la construction et la rénovation. Tout est évalué parce que chaque geste compte et il faut qu'il y ait vraiment une grande responsabilité qui est prise par la Ville, qui est une grande donneur d'ouvrage, un grand employeur et qui peut influencer l'ensemble de l'écosystème. Merci beaucoup, Mme Plante. Monsieur Coderre, quel geste vous entendez poser pour assurer que Montréal atteigne ses cibles de réduction de gaz à effet de serre? Bien, je pense qu'il n'y a pas de plan B à la planète et puis nous devons agir. On avait même parlé avec Ottawa pour faire un fonds pour les conséquences des inégalités dues au changement climatique. Mais c'est beau parler, mais on a 100 millions de décontaminations, on en a dépensé juste 8. Alors, il faut commencer pour les programmes qu'on a, les utiliser. Évidemment, on avait planté 375 000 arbres pour le 375e anniversaire. Il en propose 500 000. Ce n'est pas la question du nombre d'arbres, mais moi, les îlots de chaleur, ça m'interpelle dans des quartiers qui n'ont pas d'arbres. Donc, il n'y aura pas de rue sans arbres. Donc, en travaillant de cette façon-là, ça va aussi améliorer la situation. On parle d'objectifs, je veux bien de 55 %, mais on a besoin d'un budget carbone, parce que le budget carbone va nous donner beaucoup plus spécifiquement le respect des paliers, des plateaux à respecter.
Donc, et travailler avec l'ensemble des partenaires. C'est sûr qu'au niveau de l'habitation, on a dit qu'on voulait plus de toits verts, des toits blancs, de travailler si on a à ajuster la réglementation pour les questions d'habitation en ce sens-là. Mais on a tous à travailler avec tout le monde. On fait partie de C40 maintenant, Montréal. Donc, l'ensemble des métropoles, c'est du penser globalement, agir localement. Donc, on veut aussi assurer, par exemple, que notre propre matériel roulant, on pourrait penser à de l'autopartage. Donc, il y a des gestes concrets à passer, mais on doit le faire tous ensemble parce que c'est la responsabilité de tous. Merci beaucoup, M. Coder. On va passer maintenant à notre débat ouvert sur la question de l'environnement, des changements climatiques. En fait, je vais enchaîner sur la question de l'éco-fiscalité. La Ville a un rôle à jouer. Elle peut instituer des mesures éco-fiscales qui sont à coût nul. De fait, 66,1 % des répondants à un sondage de la Chambre de commerce sont en faveur d'une tarification de l'eau selon les volumes de consommation et 65,7 % sont en faveur de la tarification de la collecte des déchets résidentiels et commerciaux selon les volumes. Alors, question pour ouvrir le débat. Quelle place voyez-vous pour les mesures éco-fiscales au niveau de l'eau et des matières résiduelles notamment dans votre plan de match? Et Madame Plante, c'est à vous de lancer les discussions. Oui, merci beaucoup. Bien, pour nous, c'est important. On en parle depuis longtemps de l'éco-fiscalité, de la nécessité aussi de diversifier les revenus de la Ville de Montréal parce que c'est somme toute très limité en ce moment. Donc, que ce soit une taxe kilométrique, que ce soit la collecte des déchets, pour nous, c'est des éléments qui sont très pertinents et qu'on est en train de travailler, mais bien sûr avec l'ensemble des partenaires. Même chose pour la zone zéro émission que nous voulons faire dans le centre-ville d'ici 2030. Là aussi, on veut faire un modèle montréalais. Il existe toutes sortes de modèles ailleurs. Mais l'idée, c'est d'être capable d'innover, d'aller chercher des sources de revenus et de diminuer nos gaz à effet de serre. Et ça, c'est aussi une stratégie qu'on travaille à la CMM. Comme présidente, on a amené la question de la transition écologique pour, entre autres, évaluer comment ça pourrait être des sources de revenus, même pour le transport, parce que c'est un sujet qui est interrelié quand on sait que présentement, on taxe l'essence. Mais qu'en est-il quand on a une magnifique stratégie d'électrification? Il va y avoir de moins en moins de voitures à l'essence. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'éco-fiscalité dans son ensemble, par secteur et en discutant, moi, je pense qu'avec l'OCPM, ça pourrait être un très bon chantier. C'est absolument important. Monsieur Coder. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 ans? Anne-Marie Hubert, une femme exceptionnelle, était présidente d'un comité de travail pour nous, sous Pierre Desrochers, où on a parlé de la taxe non résidentielle sur 10 ans à moins de 1 %. L'autre chantier qui était amorcé, c'était l'éco-fiscalité. Alors, qu'est-ce qu'on a attendu? Il y a eu un problème de leadership au niveau de la CMM, ce qui est clair. Donc, éco-fiscalité. On parlait tantôt de financer les transports. Je veux mettre sur pied, lorsqu'on sera au pouvoir, un comité sur la fiscalité. J'ai parlé tantôt de la fiscalité stratégique et modulaire, mais qu'on puisse aussi parler de green bonds. Donc, peut-être pas au niveau du marché secondaire, mais au marché primaire, des obligations qui vont permettre de financer des fonds, le verdissement et tout ce qui touche les transports collectifs. Parce que trop souvent, sauf pour la question du REM, on est toujours dans la salle d'attente, puis on veut toujours de l'argent pour renouveler ce qui existe déjà. Alors ça, c'est un problème qui est majeur. Donc, il faut trouver du financement, il faut avoir plus de fonds dédiés. Et le problème, c'est qu'à 76 % de revenus, c'est des taxes foncières. Il faut trouver des façons, et le statut de métropole nous permet cette diversité. D'ailleurs, ça me permet de dire que, très heureuse d'avoir négocié avec le gouvernement du Québec, M. Legault, le pacte fiscal des municipalités. C'est un point de TVQ qu'on est allé chercher, qui pour moi est excellent, parce que ça va nous donner plus de flexibilité au niveau des villes, mais ce n'est pas suffisant. Il faut toujours aller plus loin. L'éco-fiscalité, ça va demander du courage, parce que c'est vrai que ça dérange. Il y a des mesures qui peuvent nous bousculer dans nos habitudes, et ce que les gens vont avoir besoin, c'est une administration qui les accompagne, mais qui fait preuve de courage. Monsieur Coder. Courage, oui. Je viens de vous dire qu'il faut faire de l'éco-fiscalité, fait qu'on va le faire. Mais on va le faire correctement, puis on va faire pas des consultations bidons, on va s'assurer qu'il y a des bonus puis des malus. Ça prend des incitatifs, c'est comme dans tout. Donc, on va le faire. Il faut travailler en conséquence, mais il faut aussi sortir un peu de la boîte. Quand je parlais tantôt des green bonds, c'est une façon peut-être d'aller chercher par un marché obligataire, puis on verra la faisabilité, mais par un marché obligataire vert, de s'assurer qu'on puisse travailler. Quand on parle aussi à chaque fois qu'on investit contre les îlots de chaleur, puis on l'a tous fait,
Bien, à ce moment-là, on améliore la qualité de vie, on augmente la productivité, on est en mesure à ce moment-là d'avoir un impact économique. C'est de cette façon-là que quand on parle de développement économique, on doit parler de développement social et de développement vert. Et les citoyens corporatifs sont responsables. On est capable de travailler ensemble pour s'assurer tant sur le milieu de l'habitation, mais pour l'innovation verte, comme on avait fait avec la phytosynthèse pour la décontamination au niveau de l'Est de Montréal. Une question de relance, à tous les deux, c'est la même, en fait. Compte tenu qu'on a eu, je dirais, un traumatisme collectif par rapport aux compteurs d'eau, comment vous comptez favoriser l'acceptabilité sociale d'une telle mesure? Madame Plante, d'abord. Bien, effectivement, qu'on a vécu, vous avez dit un traumatisme, et pour nous, ça passe d'abord et avant tout par la question de la taxe sur les déchets. Pour nous, c'est une mesure qu'on considère qui est celle à privilégier. Puis ensuite, pour ce qui est de la taxe sur l'eau, parce que là, présentement, c'est déjà le cas, mais pour les industries, évidemment, il faut y aller par étapes. Ça ne peut pas être du jour au lendemain, faire comme ça, parce que pour moi, il y a d'autres mesures à mettre en place bien avant d'aller jouer dans ce film-là. Un film qui avait été fait tout croche, soit dit en passant. Mais moi, je considère qu'il y a des façons de fonctionner différemment, mais ce n'est pas la mesure qui, pour moi, est la première à mettre en place. Je crois davantage à, encore une fois, déchets, taxes kilométriques, taxes sur l'immatriculation, on l'a déjà, mais elle pourrait être différente également. Monsieur Coder, sur Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas refaire le passé. Il faut regarder vers l'avenir. Il y a déjà des compteurs d'eau à la salle puis dans certains secteurs. On a besoin peut-être d'avoir une discussion avec, par exemple, ceux qui ont besoin d'eau sur le plan industriel. On pourrait peut-être travailler en ce sens-là. On est capable, de façon décente, de se dire, il n'y a pas de plan B à la planète, vous voulez contribuer, assoyons-nous ensemble, puis assurons-nous qu'on va être en mesure de pouvoir livrer la marchandise. Alors, c'est pas juste dire, massier quelque chose, puis si ça ne marche pas, là, travaille à la chaîne. On est capable d'avoir une série d'options. Et on a assez d'experts qui travaillent ici. On est une ville exceptionnelle, universitaire également. Donc, par le Bureau de l'enseignement supérieur, on peut travailler sur des projets d'innovation, en même temps sur la question de la fiscalité, des fonds dédiés, puis la question des revenus en ce sens-là. Madame Plante, 10 secondes pour conclure. Bien, écoutez, au final, je pense que j'ai surtout envie de dire quelque chose, M. Coder, c'est que depuis le début de la rencontre, bien, je vais vous le dire, c'est parce que depuis le début de la rencontre, vous tentez de m'attaquer sur le leadership, mais je ne sais pas si vous réalisez... C'est tout le temps qu'on a, peut-être le leadership, c'est celui de tout le monde dans la salle, M. Coder. Ça se fait pas tout seul. Madame Plante, c'est tout le temps qu'on a. C'est tout le temps qu'on a. Peut-être aurez-vous l'occasion d'y revenir plus tard dans le débat. Il faut maintenant passer aux questions éclair. Toujours en matière d'environnement, changement climatique. Elle porte la première sur l'électrification des transports qui progresse au Québec avec plus de 100 000 véhicules électriques sur nos routes. On voit aussi de plus en plus de véhicules électriques à Montréal. Question éclair numéro 1. Comment croyez-vous que l'objectif de 1000 nouvelles bornes de recharge d'ici 2025 est suffisant pour faire face à l'électrification du parc automobile? Monsieur Coder, 30 secondes. Pas du tout. On a commencé, nous, à en mettre 1000 à Ville-Marie. Il faut le faire. On n'est pas là pour dire, bien, vous ne pouvez pas vous acheter une voiture électrique parce qu'il n'y a pas de borne de recharge, revenez l'année prochaine. Non. Il faut le faire. Il faut suivre. Puis, je salue le ministre Fitzgibbon. D'ailleurs, on parle même maintenant des ambulances électriques. L'électrification des transports, c'est un incontournable. Donc, autant ça va avoir un impact sur les gaz à effet de serre, autant on a besoin, nous, de fournir les outils nécessaires pour la recharge. Madame Plante, sur les bornes de recharge? Oui, bien écoutez, je suis très fière parce que dans notre stratégie d'électrification, on va vraiment très loin. Il y avait déjà à peu près 1000 bornes, on en rajoute, mais on en met aussi des bornes rapides parce que ce qu'on veut, c'est que le plus grand nombre de véhicules puissent se charger rapidement. On fait également des hubs, c'est-à-dire que dans certains secteurs, par exemple au centre-ville, il va y avoir plusieurs sites de recharge. Ça, c'est important. On parle également d'électrifier toute la flotte des autobus, de la STM. Ça aussi, c'est important. Il faut doter les garages. Ça tombe bien parce qu'on en a mis de l'avant qui vont pouvoir les recharger. Merci beaucoup, Madame Plante. On passe maintenant à la deuxième question éclair. Elle va porter sur la propreté, le verdissement de la ville et la qualité des espaces publics. Vos plateformes comprennent de nombreuses promesses en matière de propreté. C'est un enjeu de salubrité publique, évidemment, qui touche directement les citoyens et les visiteurs. Les attentes sur le verdissement de la ville et l'amélioration de la qualité des espaces publics sont tout aussi élevées. Alors, question éclair numéro 2. Qu'est-ce que vous allez changer pour améliorer l'expérience du citoyen dans nos rues et dans nos espaces publics?
Madame Plante, Oui. à vous d'abord. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment d'augmenter la capacité de nettoyage. On a déjà des brigades dans différents secteurs commerciaux. Bien sûr, il y a la Sainte-Catherine, ou dans le quartier latin, mais on a décidé d'ouvrir à également d'autres artères commerciales qui sont toutes aussi importantes parce que la vie de quartier, on y croit. Alors ça, c'est important d'avoir des poubelles aussi de plus grande capacité et de pouvoir, dans certains événements, dont, je vous dirais, dans les parcs, parce que c'est rendu que maintenant, les parcs, les gens les adorent, ça a augmenté. Il faut rajouter le nombre de Merci, poubelles. Madame Plante. Monsieur Coderre. Ouais, laver les salles. On marche, là, c'est pas propre. Alors, il faut travailler en conséquence. Le monde, c'est pas moi qui le dis, là, tout le monde le dit. Là. Alors, il faut travailler. On a dit on va mettre un plan de 10 millions de dollars avec la SDC, notamment au centre-ville. Mais c'est pas juste le centre-ville. Là. Il y a beaucoup c'est un peu partout. Donc, il faut travailler. Puis, quand on veut guérir d'un problème, il faut le reconnaître. Alors, ça, c'est la première étape. Travailler aussi avec des fonds d'arrondissement qu'on a mis en place. Des fois, Mme Plante, j'ai l'impression que vous êtes dans l'opposition, comme il ne s'est rien passé depuis 4 ans. Alors, il faut qu'on travaille, il faut qu'on mette l'épaule à la roue pour le faire. Merci. Alors, ça complète les discussions sur l'environnement et les changements climatiques. On va maintenant aborder le dernier thème déjà de la soirée qui porte sur la capacité budgétaire et le compte de taxes des entreprises et des particuliers. Le budget de la Ville de Montréal a été lourdement affecté par la pandémie. La dette de la Ville de Montréal, qui ne devrait pas dépasser 100 du budget de la Ville, s'est établie à 110 en 2020. Les sources de revenus sont peu nombreuses, alors que les taxes foncières non résidentielles sont parmi les plus élevées au pays. Aucun de vos partis n'a encore présenté de cadre financier électoral, alors que vous promettez, chacun d'entre vous, beaucoup de nouvelles dépenses. Alors, question principale, savez-vous à combien s'élève le coût de vos engagements et comment allez-vous les financer, sachant que la Ville ne peut pas faire de déficit? Monsieur Coderre, 1 minute 30. On va le chiffrer en temps et lieu, mais la réalité, c'est qu'actuellement, oui, c'est vrai. Nous, en 2017, on était à 89 d'endettement. On est rendu, ça va être à 120 puis on a une marge de manœuvre de 42 millions de dollars. Ça veut dire que si une tempête de neige de plus, c'est 54 millions, on est fait. On peut jouer sur la question de la cote de crédit, mais Standard & Poor's est encore à 120 Moody l'a augmenté à 130 parce qu'ils ont dit « ça va bien, Québec va payer la différence ». Moi, je ne me satisfais pas de ça. Donc, on a besoin de se réorganiser en conséquence. On doit prioriser des choses. Il va y avoir, dans les premiers mois de notre mandat, un comité spécial au niveau des finances. On va regarder l'ensemble des dépenses. Parce que dans un budget, ou bien tu augmentes les revenus ou tu coupes dans les dépenses. Nous, quand on était là, pour la première fois en 30 ans, on a coupé les dépenses, puis on a passé la cote de crédit de A+ à AA-. Dans une chambre de commerce, ça veut dire quelque chose, ils comprennent. Donc, c'est pour ça que nous, on va s'organiser en conséquence pour qu'il n'y ait pas de doublement de financement. On a augmenté de 1 244 employés, puis on a fait des dédoublements. Ça se paye, hein, parce qu'avec l'espérance de vie, il y a la question c'est une autre dépense. Alors, quand vous avez la plupart de votre budget qui est basé sur des salaires et tout ça, il faut y penser. Il faut le faire de façon correcte, mais il faut assurer les gens, là, quand on passe d'un budget de 5 milliards à 7 milliards, ils n'ont pas l'impression qu'ils ont plus de services. Alors, Merci. On va s'en occuper. Merci, M. Coderre. Alors, je vais répéter la question pour vous, Mme Plante. Est-ce que vous savez à combien s'élève le coût de vos engagements et comment allez-vous les financer, sachant que la Ville ne peut pas faire de déficit 1 minute 30? On a tous passé à travers 18 mois à être encabanés, puis on savait que notre économie serait mise à mal. Tout le monde le savait. Puis qu'est-ce qui a été très clair pour tous les acteurs économiques, la grande économie, tout l'écosystème montréalais, c'est qu'il fallait qu'on se relève puis qu'on investisse. Alors, moi, quand j'entends le candidat à la mairie dire que Montréal est sale, que Montréal est dangereuse, que Montréal est sur le bord du gouffre financier, je trouve ça malaisant parce que c'est remettre en question pas le travail de la mairesse, de tous ceux qui sont ici, qui ont travaillé extrêmement fort pour se relever. Si bien que le gouvernement du Québec nous a dit, c'est normal d'investir, nous aussi on investit. On a même eu un panel, et Michel, je devrais te nommer, où tu as dit, c'est le temps d'investir. Il faut servir des leviers qu'on a. Et les 3 agences pour la cote de crédit nous ont dit, tout va bien. Même Gérald Filion l'a expliqué dans les nouvelles. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas une experte. Je connais mon budget. Je le travaille avec une équipe qualifiée.
mais je refuse, comme candidate à la mairie de la plus grande métropole, la deuxième grande métropole au Canada, qui a la meilleure relance économique, de dire que Montréal va mal. Je trouve que c'est irresponsable envers tous les investisseurs et tous les efforts qui sont faits pour amener du tourisme, des investisseurs, des étudiants, puis du Merci, talent. Madame Plante. On va y aller maintenant avec notre débat ouvert de 6 minutes. Sur le contexte, je vous parle de la fiscalité des Montréalais et des Montréalaises qui est lourde. C'est de fait l'une des plus lourdes en Amérique du Nord. À l'évidence, la situation déjà précaire des finances de la Ville, à laquelle s'ajoute le poids de vos engagements, ne permettra pas de continuer le fardeau fiscal, de diminuer le fardeau fiscal des Montréalais et de nos entreprises. Alors, pour lancer ce débat, la question que je vous pose, comment allez-vous convaincre les Montréalaises, les Montréalais et les entreprises qu'ils en ont pour leur argent? Monsieur Coderre, à vous de lancer. Bien, c'est ce que je dis depuis le début. Je n'attaque pas les autres. C'est que vous faites du surf depuis tantôt, disant qu'on a eu 3 milliards d'investissements. Merci, Montréal International. Merci aux acteurs qui sont sur le terrain. Mais on ne vous a pas vu. C'est ça qui est le problème depuis le début. Alors, nous, on va reprendre le contrôle des dépenses puis du budget. Parce que dans tout ce que vous dites, ça n'a rien à voir avec la pandémie. Vous avez augmenté le budget de 19 % avant la pandémie. Fait que ça allait mal déjà. Alors, moi, là, je ne veux pas qu'on soit sous tutelle de Québec. On peut comprendre, le gouvernement canadien avec le PCU, le gouvernement du Québec a eu des mesures, mais si les commerçants, puis les restaurateurs, puis les hôteliers sont en maudit, là, présentement, là, c'est parce qu'ils ont eu l'impression qu'on les a laissés tomber. Alors, Si vous me permettez de les avoir laissés tomber, c'est quand même impressionnant d'entendre ça, quand on sait que notre administration, pendant 3 années consécutives, on a diminué les taxes des petits commerçants pour la première tranche foncière de 750 000 $. Ça touche exactement 90 % des commerçants et commerçantes de Montréal. C'est de ça qu'on parle. Pendant notre mandat, on a augmenté, on a continué la stratégie pour le taux différencié entre le résidentiel et non résidentiel. On a gelé les taxes cette année parce qu'on trouvait que c'était important de donner de l'aide. Alors, quand vous dites que vous êtes le grand expert des taxes, M. Coderre, laissez-moi vous rappeler que pendant votre mandat, vous avez doublé les taxes. Vous avez augmenté en moyenne 2,1 % alors que l'inflation était 1,2. Nous les avons augmentés en moyenne de 1,8. L'inflation était à 1,7. On va se dire les vraies affaires. je trouve ça intéressant Monsieur Coderre. d'une équipe, d'une personne qui a dit à la dernière élection qu'elle n'a pas augmenté les taxes, puis c'est la première chose qu'ils ont faite. Mais qu'est-ce que vous en dites du taux moyen, M. Coderre? M. Doré disait, c'est pas grave, c'est l'équivalent de 118 piastres par personne seulement par année. Et qu'est-ce que vous en dites? Que vous, c'est 2,1 % de moyenne et nous, c'est 1,8 %. Vous avez augmenté les taxes plus que nous. Non, le problème, c'est que vous calculez, quand vous calculez, non, ça a été, nous, on était au niveau de l'inflation. On a toujours parlé du niveau de l'inflation. L'inflation était à 1,2. Vous l'avez augmenté dès la première année de 3 %. C'était au-delà de l'inflation. Je comprends que c'est dérangeant de réaliser ça, Non, M. j'ai pas de Coderre, mais problème. c'est la réalité, c'est Puis les chiffres. Non, mais je vous félicite parce que vous avez appliqué exactement dans la continuité ce qu'on a mis avec notre comité au niveau des taxes non résidentielles. Mais ce 150 000 $, c'est pas assez. Il faut le mettre à 1 million. C'est là que ça va avoir un impact encore plus grand. Alors, là, on va parler de fiscalité modulaire et stratégique. Je vous ai laissé parler, madame. Alors, on va travailler avec les secteurs pour nous assurer qu'on puisse alléger leur fardeau. On va mettre également sur 12 mois au lieu 2 fois par année. Il semble que ça peut avoir un impact aussi dans la façon de pouvoir gérer ses comptes. Alors, notre équipe, moi, je suis très fier de notre équipe. Je suis très fier de ce qu'on a réalisé. Mais moi, quand je dis que je vais augmenter les taxes à l'inflation ou si je dis que je ne les monterai pas, puis je les monte après, je ne fais pas qu'il y ait un problème de crédibilité. En fait, dans moi, j'ai l'administration. dit qu'on n'allait pas augmenter les taxes au-delà de l'inflation, mais on ne sait toujours pas, M. Coderre, ce que vous allez faire. Peut-être vous voulez nous le dire maintenant. Ah non, mais moi, vous allez le savoir bientôt, mais c'est sûr qu'on n'ira pas au-delà de l'inflation. Mais de geler les taxes, il faut faire attention. C'est sûr que dans votre cas, vous ne donniez pas des services, puis on a augmenté à 7 milliards, puis les gens se demandent, ben oui, ça va aller jusqu'où? Nous, on a une crédibilité au niveau de la gestion. Alors, en travaillant, si on dit qu'on fait quelque chose, nous, on dit ce qu'on fait, puis on fait ce qu'on dit. Madame Plante, c'est voulez-vous ça la conclure différence. là-dessus avant que Ben je oui, pose tout des à questions fait. Vous savez, rapidement? quand on parle d'augmenter le budget pour les services, moi, j'en suis extrêmement fière. Puis encore une fois, étant 7 donné milliards qu'on de est dollars? en pandémie, j'aimerais ça rappeler que des projets importants comme, par exemple, le Grand Parc de l'Ouest,
Quand on parle des différents, du parc Jean-Drapeau, de la rénovation de la rue Sainte-Catherine, qui sont des produits, qui sont des projets leviers qui vont propulser Montréal sur la scène internationale. Est-ce que c'est vous qui avez fait le projet de Sainte-Catherine? Ça, c'est très important. Votre budget était moins important parce que vous refaisiez exactement la rue à Lidan. Vous êtes contre les trottoirs chauffants? On aurait sauvé de l'argent pour vos terrasses. Je suis surtout d'hiver. pour plus de place pour les piétons, M. Coderre. Je sais que ce n'est pas une priorité, je mais sais. pour moi, il faut Vous voulez enlever vraiment les stationnements, avoir on l'a de compris, pouvoir. vous êtes contre les voitures, c'est correct. Alors- Mais moi, ce que je vous dis, c'est que le Parc de l'Ouest, félicitations, en passant, on va le garder. Je pense que c'est une excellente Ah, initiative. vous n'allez pas mettre des maisons dessus comme vous pensiez le faire, on va en là, mettre- des non, on ne le Monster fera pas. House? On ne le fera Non? pas, mais je pense que les gens de Pierrefonds-Roxborough ont aussi besoin d'avoir des habitations, puis on peut faire Bon, des écosystèmes. je rappelle qu'on est dans le thème. La question était comment convaincre les Montréalais, Montréalaises, les entreprises qui en ont pour leur argent. D'avoir une équipe, Mme Bégin, merci, d'avoir une équipe qui est capable de contrôler Vous allez les nous dépenses, poser une qui est question, capable Madame d'avoir Bégin, je la crois. mesure de gérer le budget de la ville. Alors, chacun 30 secondes pour répondre, même pas 30 secondes. Monsieur Coderre, vous aimeriez que le gouvernement fédéral transfère 0,5 points de pourcentage des recettes de la TPS réalisées à Montréal. Comment comptez-vous vous y prendre? Bien, moi, je pense au même titre que la TVQ, parce qu'au niveau de l'UMQ, moi, je pense que c'est à coup nul, ça n'a pas donné grand-chose. Donc, autant du côté de Québec et d'Ottawa, on devrait s'asseoir tous ensemble puis dire, regardez, quand vous venez à Montréal, la deuxième plus grande ville au Canada, il y a de la dépense, on est le poumon économique, travaillons en conséquence, et puis on est capable de le chercher. Madame Je connais Plante, quelques Savez-vous ce que je personnes trouve à vraiment Québec. intéressant, Mme Bégin, c'est à quel point M. Coderre c'est un peu élastique. Parfois, c'est mauvais de parler avec Québec et Ottawa pour avoir des sommes d'argent, mais des fois, c'est vraiment Alors, une Madame bonne Plante, chose je comme le termine point sur de une TPS. question de relance Donc, pour vous. branchez-vous, Vous voulez M. instaurer Coderre. un régime de taxation foncière progressif pour les résidences. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il s'agit de facto d'une hausse de taxes pour les propriétaires immobiliers résidentiels en 10 secondes? Bien, en fait, nous, l'augmentation progressive, elle est importante, mais on ne pense pas que ça va avoir un impact à ce moment-là pour les propriétaires résidentiels. Merci à vous deux. Donc, ça clôt le débat ouvert. On va passer maintenant aux questions éclairs. La Ville-Centre contrôle 80 de la facture de taxes à Montréal et a donc un impact important sur le portefeuille des Montréalais. Vous en avez discuté tout à l'heure, mais je vous demande chacun à vous la question, 30 secondes pour y répondre. Vous engagez-vous à ne pas augmenter les taxes foncières des particuliers au-delà de l'inflation? Madame Plante, 30 secondes. Bien, nous, on l'a déjà dit, c'est même dans notre plateforme. Alors, la réponse est oui. On ne va pas l'augmenter au-delà de l'inflation. Alors, c'est clair, M. La réponse, Coderre? c'est oui. Vous avez Mais on quand va même 30 s'assurer- secondes pour y La réponse, répondre. c'est oui. Mais ce que je veux, c'est qu'on puisse aussi accompagner les gens, parce qu'actuellement, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas les services qui vont avec, parce qu'il y a un problème de gestion à la Ville de Montréal par cette administration. Donc, quand on va travailler de pair, puis on va rétablir le lien de confiance avec l'ensemble des partenaires économiques, vous allez voir qu'on va avoir encore plus d'investissements en conséquence. Merci beaucoup, M. Coderre. On passe maintenant à la deuxième question éclair qui va porter sur le compte de taxes, cette fois des entreprises. Le taux des taxes foncières commerciales à Montréal est plus de 4 fois plus élevé que le taux résidentiel. Sur 1 000 d'évaluation, les propriétaires commerciaux doivent débourser près de 37 en taxes, comparé à une moyenne canadienne de 23 $. Donc, c'est vraiment plus élevé. La réduction de cet écart est une priorité pour de nombreux propriétaires et commerçants. Question éclair numéro 2. Allez-vous poursuivre la trajectoire de réduction de l'écart entre les taxes foncières résidentielles et non résidentielles? Monsieur Coderre. Bien, la réponse est oui. J'ai parlé d'augmenter le plafond à $1 million. Je pense qu'on doit aussi, c'est pour ça qu'on parle de fonds dédiés, pour ça qu'on parle de fiscalité modulaire et stratégique. Il faut aider dans certains secteurs qu'il y ait une fiscalité flexible qui va nous permettre d'avoir un impact réel et une survie, bien souvent. Donc, on puisse consolider leurs affaires et qu'ils puissent avoir cette capacité de demeurer. Parce que, avec la pandémie, il y a une réalité aussi, il y a eu beaucoup de fermetures et puis il faut prendre ça en considération. Merci, M. Coderre. Mme Plante. Bien, la réponse est oui, parce que c'est ce qu'on a fait depuis notre arrivée en poste. Et vous me permettrez, étant donné que j'ai un petit peu de temps, de juste revenir au niveau un exemple concret, tantôt quand je vous parlais du taux différencié là, pour les petits commerçants, quand je vous dis que pour la première tranche de 750 000 nous, ce qu'on prévoit, c'est à 900 000 pour le prochain mandat. Mais cette baisse de taxes qui va jusqu'à 16 c'est important. Je vous donne un exemple. Schwartz, on connaît tous le restaurant Schwartz. Eh bien, Je dois vous couper, Mme Plante. Vous avez $1 votre de rabais 30 de taxes. secondes. Voilà. C'est terminé. Et problème. ça conclut les échanges de ce soir. Vous avez maintenant
1 minute chacun pour votre déclaration de clôture. Encore une fois, les tours de parole ont été tirés au sort. Valérie Plante, je vous invite donc à prendre la parole 1 minute, déclaration de clôture. Bien, merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis extrêmement fière du travail qui a été accompli pendant les 4 dernières années. Et ce qu'on s'engage à faire de notre côté, c'est faire en sorte que Montréal demeure une ville qui est dynamique, qui est attractive. Et pour être attractive, c'est attirer des talents, des étudiants, des investissements. Et ce sur quoi on doit miser, c'est la qualité de vie. Parce que moi, la vie de quartier, la qualité de vie, c'est un plus, c'est pas un moins. C'est très, très important. L'abordabilité pour que tout le monde puisse se loger, peu importe leur portefeuille, dont habiter le centre-ville. Alors, tous ces éléments-là qu'on a mis en place déjà pendant notre premier mandat, on veut aller plus loin. Et bien sûr, la transition écologique, parce que je considère qu'avec notre plan climat et le courage qu'on a démontré, on est la seule équipe qui croit fondamentalement dans une relance verte et inclusive. On a des projets d'économie circulaire. Il y a énormément de ressources qui sont mises dans ce projet-là et on doit se donner les moyens d'être une ville verte, inclusive et sécuritaire. Merci beaucoup. Merci, Mme Plante. Monsieur Coder, déclaration de fermeture, 1 minute. Premièrement, merci. Vous avez fait un travail remarquable. Ce n'est pas toujours évident, quand on a des caractères forts, de contrôler la place. Ce que je vais proposer ce soir, c'est d'élire une équipe capable de reprendre le contrôle de Montréal. Il faut reprendre le contrôle des dépenses afin d'arrêter la hausse incontrôlée de la dette. Il faut reprendre le contrôle du budget qui est passé de 5 à 6 milliards de dollars et bientôt à 7 milliards si on ne fait rien. De reprendre le contrôle de nos chantiers qui se multiplient sans coordination, au point où certains de nos concitoyens préfèrent même quitter la ville. Vous l'avez vu ce soir, je vous ai proposé un plan complet et cohérent pour Montréal. Un plan pour que Montréal redevienne une ville plus sécuritaire, pour que Montréal redevienne une ville plus propre, pour que Montréal redevienne une ville où on peut enfin circuler. Notre ville a besoin de beaucoup d'amour. Ça tombe bien, je suis revenu en politique parce que j'aime Montréal. Le 7 novembre, je compte sur votre appui sur notre équipe. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci, M. Coder. Alors, je voudrais vous remercier à tous les deux candidats d'avoir accepté de vous prêter au jeu à l'invitation de la Chambre de commerce. M. Coder, vous avez 2 caractères forts, mais je veux vous remercier pour la qualité des échanges et aussi le débat s'est fait quand même dans la civilité. Le respect, et vous avez facilité mon travail. Et pour ça, je veux vous remercier. Merci aussi au public en studio, à la maison, d'avoir été avec nous. On espère que les échanges de ce soir vous ont éclairé. Évidemment, on vous invite à vous rendre nombreux aux urnes le 7 novembre prochain. Merci à tout le monde. Merci. Michel, je te cède la parole. Merci beaucoup. Alors, alors, moi, j'ai le rôle de fermer l'événement, puis je veux commencer en vous remerciant, mais aussi en vous déclarant mon admiration. Aller en politique, je ne vous cacherai pas que des gens me l'ont suggéré parfois, et j'ai choisi de ne pas y aller. Je ne dis pas du tout que j'aurais été à votre hauteur, mais ce que je veux témoigner, c'est que j'ai travaillé avec chacun d'entre vous, chacun de vous deux. Et moi, ce que je peux dire, c'est que si vous avez trouvé ce soir qu'ils avaient peu de temps, et si vous avez trouvé que Esther était forte en discipline, c'est pour témoigner à quel point être maire de Montréal, c'est exigeant. Vous avez plein d'autres sujets, la culture, vous avez l'inclusion sociale, vous avez plein d'autres débats, et quelqu'un a parlé de débatomanie, mais c'est pour témoigner à quel point il y en a des dossiers, puis à quel point vous devez agir avec des équipes parce que c'est important. Alors moi, ce que je dis à tout le monde dans cette salle, je le répète aux médias, ce qu'on veut, c'est que les Montréalais votent parce que les 4 prochaines années vont être essentielles. Vous avez vu le nombre de dossiers. Je tiens à vous remercier encore une fois. Je suis fatigué pour vous. Je trouve que vous avez très bien fait ça. Bonne soirée. Merci, Michel. Je reviens à Montréal, la tête gonflée de nuages. C'est le transit d'Amsterdam qui s'est chargé du glaçage. Je reviens